Nous vous retrouvons pour la dernière partie de Regard Croisé de ce jour. Nous parlons du Togo, phosphate, production en hausse de 5,9%, ventes en progression de 14% en 2022. L'année 2022 a été marquée par une croissance substantielle dans l'industrie du phosphate avec une production en hausse et des ventes en augmentation. Cet essor, stimulé par la flambée des prix mondiaux du phosphate brut et l'ambition du pays de renforcer sa chaîne de valeur, coïncide avec des initiatives majeures visant à stimuler l'agriculture togolaise. Je commence par vous, Renaud. Que doit-on y comprendre? Alors, on a profité un peu de la situation structurelle qu'il y a au niveau mondial, notamment à cause de la ruée aux engrais, à cause des pressions dues au conflit russo-ukrainien. Parce que la Russie, le bloc Russie-Ukraine était quand même de très gros pourvoyeurs, notamment d'urée, pour produire des engrais, effectivement de céréales. Donc, ces deux facteurs ont fait que beaucoup de gens ailleurs dans le monde ont voulu sécuriser leur stock en phosphate pour pouvoir faire des engrais phosphatés et pour produire eux-mêmes, et donc moins dépendre de la Russie et on va dire de la ceinture Russie-Ukraine. Et donc naturellement, ça rejaillit sur les coûts du phosphate. C'est pas le seul facteur, mais c'est en tout cas l'une des raisons, parce que dès qu'il y a instabilité comme ça, la liberté économique, on ne veut plus trop s'en remettre à des intermédiaires. Donc chacun veut sécuriser ses stocks. Ouais. Et là, on passe dans des questions de gestion stratégique. Donc ce qui s'est passé, c'est que le prix a plus que du blé, on a une hausse à peu près 110% comme ça. Et donc, à la marge, ça rejaillit sur notre économie à nous, vu qu'on exporte du phosphate. Cela dit, quand même, on n'a pas beaucoup profité. 5% de hausse, c'est pas énorme. 14% en termes de vente. Je pense que c'est pas la capacité par exemple, des années 90. On est loin de ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce profit, mais ce qui serait peut-être plus intéressant pour nous, et d'ailleurs on en parle, c'est d'éviter justement par exemple le piège du Nigeria, c'est-à-dire d'échanger localement le phosphate pour avoir nos propres engrais, les vendre même aux voisins, en tout cas, et peut-être le reste on l'exporte. On a profité de la situation. Est-ce que la guerre en Ukraine va continuer? Probablement. Bon, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, mais on est dans une sorte de guerre d'attrition actuellement, où on avance lentement, doucement, mais quand même avec les Occidentaux qui continuent à fournir. Donc il y a beaucoup d'inconnus, mais même si le conflit s'arrête demain, les séquelles de ça au niveau géopolitique vont quand même rester pour un certain temps. Ça va avantager l'exportation du phosphate. Oui, bon, on ne doit pas se réjouir de ça, mais bon, c'est ça la réalité de l'économie mondiale, c'est que les phénomènes ont des effets souvent inattendus. Donc on peut quand même s'attendre peut-être pour l'année dernière, disons 2 à 3 prochaines années à venir, avoir quand même un marché structurellement haut. Et donc, tous les pays qui exportent devraient relativement en profiter. Je ne sais pas quelle est notre capacité à augmenter la production actuellement, et ni à quelle vitesse on pourra peut-être même mettre en place des structures pour transformer justement localement le phosphate. Mais c'est quand même un courant d'ensemble qui est assez intéressant, dont on devrait profiter pour construire et rapidement renforcer notre souveraineté et améliorer notre capacité à vendre un produit transformé. Moi, je pense d'abord aux voisins, parce que c'est la souveraineté qui nous intéresse, et après au monde, pourquoi pas. Merci. Jérôme Sossou, l'exportation du phosphate, le Togo en fait une hausse 5,9 et 14% pour les ventes en 2022. Bon. Ce n'est pas la première fois que le Togo a connu cet essor. Je me rappelle, il y a 24 ans, en 1999, le Togo a déjà connu cet essor. Mais substantiellement, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec cet essor-là, les revenus? Qu'est-ce qu'on en fait? Je me rappelle qu'au temps des Yadéman, on nous avait dit que les phosphates, où on avait connu une dette à plus de 11 milliards, et si on produit ou on extrait du sable que Dieu nous a donné, et qu'on a encore des dettes à cette hauteur, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et puis maintenant, avec la hausse de pratiquement 6% et la vente à 14%, ce qui donne pour la hausse
près de 1,6 milliard. De la même manière, les ventes à plus de 1,6 milliard. Je me pose la question de savoir les retombées seront quoi? Qu'est-ce que les Togolais vont en profiter? Est-ce que ça ne va pas seulement profiter à cette minorité qui accapare les richesses, les biens du pays? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef de l'État même qui avait dit qu'il y a une minorité qui accapare les biens. On n'en finira jamais avec cette phrase. Mais tout à fait, parce que c'est intéressant que le chef de l'État l'ait dit, sauf que depuis là, il ne nous a jamais présenté cette minorité, il ne nous a jamais présenté la tête ni la queue de cette minorité, il ne nous a pas encore situé de quel côté lui-même se situe, est-ce qu'il est dans la minorité ou bien il est dans la majorité, on ne connaît encore rien de tout ça là. Mais maintenant, si le phosphate qui est l'un des poumons économiques du Togo connaît des progressions, on va en réjouir. Et maintenant, on va vouloir que ça se réjaille sur qu'il y a une distribution équitable de cette économie-là sur le reste de la nation, sur toute l'étendue du pays. Mais maintenant, on nous parle de prochainement de l'installation d'une usine qui va produire de l'engrais parce que on a déjà signé des conventions, des contrats de partenariat avec. Moi, j'attends de voir parce que on nous a toujours habitués aux effets d'annonce et puis on est là, rien ne vient à l'horizon. Or, le chef de l'État, il n'y a pas longtemps, il a fait le parcours du territoire, comme Magila à quelques instants seulement, pour rencontrer les paysans, les producteurs agricoles. Et ils avaient même fait des promesses. C'est maintenant avec Bukongu, le Burkinabé, qui va mettre à la disposition des agriculteurs ou des paysans des tracteurs qui vont leur faciliter, puisque en ce moment on ne peut plus cultiver avec la terre. Si on veut être suffisant alimentairement, on ne va plus quand même travailler la terre avec la roue. Et donc, avec ça, et si on arrive à mettre cette entreprise qui va produire l'engrais, quelqu'un le disait tout à l'heure, qu'on ne connaît pas encore la capacité du Togo à s'imposer sur d'abord localement et puis à fournir les voisins. Mais dans tous les cas, on attend de voir. Moi, je le dis toujours, je suis devenu depuis très longtemps Saint Thomas. Si je ne vois pas, si je ne pas, je ne crois pas. Et donc, on va voir si véritablement tout ce qu'on a dit la dernière fois, on a même été à l'usine, on nous a présenté beaucoup de choses. Et malheureusement, ce qui me fait mal, moi j'ai parcouru ces zones industrielles, surtout là où on exploite le phosphate, il n'y a même pas de l'eau potable pour les populations. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un centre de santé. On ne sent pas en fait le développement. Il n'y a pas un centre de santé adéquat, digne de ce nom, où les populations pouvaient quand même avoir les premiers soins. Il y a rien qui montre véritablement qu'on exploite le sous-sol de cette localité-là. Par contre, vous allez en Afrique du Sud, même les villages les plus reculés, si on extrait les mines là-bas, il y a développement. Ça se réjaillit sur ces populations-là. Je ne sais pas pourquoi ça ne se fait pas ici. Peut-être que le jour où la minorité va avoir pitié de nous, on va commencer quand même par bénéficier de ces fruits-là. Merci Jérôme Soso. Je vois comme Italake, l'exploitation du phosphate connaît un certain essor, 5,9 au niveau de l'exportation et puis 14% au niveau des ventes pour le Togo cette année, en 2022. Oui, j'ai vraiment tout dit. Hein. Je ne sais pas si j'aurai encore beaucoup de choses à dire. Je vais vous dire pourquoi c'est une mauvaise nouvelle. C'est plutôt une mauvaise nouvelle? Oui, je vais t'expliquer ça tout de suite. Ok, allez-y. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Parce que lorsque votre pays produit plus et vend plus, ça doit automatiquement réjaillir sur l'économie de ce pays. Et enfin, est-ce une mauvaise nouvelle? Ici, est-ce que vous connaissez le prix de l'engrais?
Si vous faites un tour dans des magasins officiels pour en payer, vous n'en trouverez pas parce que c'est fini. Et il faut sortir chez les détaillants et qui va Parce même qui ont presque... L'objectif aujourd'hui, c'est de le transformer. Voilà. Pourquoi est-ce que je veux venir à cette comparaison? Vous savez, le Maroc aussi fait de l'exploitation, exploite aussi le phosphate et il dispose de près de 70% des réserves mondiales. Vous voyez, voici le schéma que le Maroc a fait et aujourd'hui, il obtient des financements de la Société financière internationale. Aujourd'hui, on a l'appui de l'Office chérifien des phosphates pour nous aider aussi dans ce sens. Nous étions partis avec l'Office togolais des phosphates. D'accord? Nous étions partis de l'Office togolais des phosphates et aujourd'hui, nous sommes à la Société nouvelle des phosphates du Togo. Ça veut dire que la forme a changé, mais le forme, il reste la même chose. Maintenant, au niveau du Maroc, l'Office chérifien de phosphate, ils ont la capacité non seulement d'extraire, mais de transformer, de valoriser et maintenant d'exporter et vendre. Voilà comment un pays qui réfléchit, un pays qui cherche à aller de l'avant réfléchit. Ça dit que ce n'est pas la magie, quoi. En fait, quand vous voulez avancer dans votre pays, quand vous voulez faire quelque chose qui va avantager votre population, il faut forcément penser à la transformation. Et non seulement la transformation, valoriser et puis exporter s'il y en a de surplus. Maintenant, on nous annonce que non, que c'est bon, il y a eu des essors et tout, mais quelles sont les retombées que le peuple va bénéficier? C'est zéro. Parce que si vous allez par exemple, je me rappelle, il y a de cela quelques années, ceux qui fonctionnaient au niveau de ces mines de phosphate et tout, ils étaient vraiment en grève pour réclamer ne serait-ce que le minimum vital commun. Ça dit que les conditions puissent aller en avant. Mais cela a été étouffé, si je peux le permettre, cela a été étouffé parce qu'ils jugeaient que bon, ils sont pas accrédités à pouvoir les réclamer. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les conditions? Est-ce que les conditions de ceux qui ont travaillé pour cet essor, est-ce que c'est changé? Est-ce que ceux qui sont aux alentours de cette exploitation, est-ce que leurs conditions ont changé? Qu'est-ce qui bénéficie réellement aux citoyens lambda lorsqu'on nous parle de cette rose? Quand nous parlons, cela ne veut pas dire que nous disons que tout est faux. Non, il y a de vraies choses qui se font. Mais en réalité, quand un pays ne pense pas industrialisation, ça fauche. Ça fauche le débat. Sûr. Et donc, il faudrait, moi je pensais, quand j'étais assis, je regardais qu'on voyait la plateforme industrielle d'Adéticop qui était arrivée, je pensais qu'on va automatiquement associer l'usine de phosphate à cette plateforme. On devrait le faire automatiquement. Il n'y a pas de débat en fait. On devrait l'associer parce que le phosphate constitue une grande richesse pour notre pays et toute industrie qui s'implante dans notre pays ne devrait pas concerner autre domaine que le phosphate. Et donc, si la plateforme industrielle n'est pas capable de pouvoir produire, nous-mêmes, de transformer notre phosphate, je ne pense pas que ça soit... de la plateforme aussi. On ne devrait même pas avoir de partenariat. Pourquoi est-ce que l'Office chérifien des phosphates n'a pas cherché à faire venir en tout cas des sociétés étrangères pour exploiter, extraire. Vous voudriez que le Togo crée... Bien sûr, il faudrait que nous-mêmes nous puissions le faire. Et c'est en ce moment qu'on vous juge que vous êtes un pays sérieux. Les sociétés internationales de financières vont maintenant vous regarder comme des pays sérieux et ils vont vous accorder des prêts parce que... Mais c'est une mauvaise chose aussi de faire appel à l'expertise étrangère pour venir nous aider à faire ce genre de choses. Et comme d'habitude, aujourd'hui, tout développement se base sur un schéma. Je t'explique. C'est-à-dire que lorsque vous manquez de la main-d'œuvre locale, vous faites quoi? Vous allez essayer d'envoyer des gens, ça dit que vous envoyez en formation, vous envoyez des gens qui sont locaux, qui viennent de suivre vous en formation. Ils vont aller suivre cette formation, revenir dans le pays et prendre la relève. Voilà. Mais si vous allez toujours faire déplacer des experts qui vont venir faire... Et c'est coûteux d'ailleurs. C'est coûteux, ça coûte à l'État et puis ça fait ternir l'image de votre pays parce que vous ne pensez pas en termes de vision. Est-ce que quelque part aussi, en faisant venir ces experts, comme on le dit, on ne pourra pas avoir cette... expertise sur place et la faire bénéficier aux locaux qui pourront peut-être prendre le relais après? Malheureusement, non, parce que lorsque vous faites venir un pays avec des contrats et tout, bon, la société prend goût et il y a des pressions qui suivent. Il faudrait que, en fait, l'idée derrière, c'est quoi? C'est de faire en sorte que le Togo puisse disposer de son usine de transformation, de son usine de transformation, de valorisation et aussi qu'il dispose assez de réserves pour pouvoir donc non seulement vendre de l'engrais authentique à ces populations, mais aussi exporter le surplus. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit le PR a fait des tours, comme l'a dit Fopat et tout, il a dit que nous devons produire assez.
et même aller exporter. Maintenant, si cela est ainsi, on ne peut pas aller payer de l'engrais à 24 000 chez les détaillants et puis chercher à produire plus. Ça coûte cher. Si l'engrais aujourd'hui est à 6 000 francs, et à 5 000 francs, et à 2 000 francs, vous imaginez le développement radical que connaîtra l'agriculture dans notre pays? Vous n'allez pas imaginer. Il faudrait que la plateforme industrielle mette dans sa section une usine qui permet de transformer, qui permet de valoriser et qui permet d'exporter notre phosphate. Une usine totalement togolaise, c'est ce que vous voulez dire, parce indépendante, que je le rappelle, il y a cette expertise. Et même Guillaume, si vous connaissez la vraie genèse de PIA, vous allez savoir que ce qu'on est en train de faire là-bas, c'est une ratée. Bien sûr, vous connaissez la genèse même. L'idée qui a suscité l'installation de cette plateforme, je crois que ce qu'on est en train de faire à PIA, on a raté beaucoup de choses. Alors, en réalité, PIA, l'installation de cette plateforme va résoudre beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et ça va constituer même l'industrialisation du pays, à moitié d'ailleurs, ou plus de la moitié de l'industrie. Et ça va permettre d'abord la formation des jeunes. Beaucoup de jeunes vont se former, ils vont revenir dans le pays pour quand même installer ou permettre à ce que l'industrialisation du pays connaisse réellement une propension. Mais malheureusement, ce n'était pas ce qu'on est en train de faire. Ce n'était pas ce qu'on nous avait dit en premier qu'on est en train de faire là-bas. Alors, je ne vais pas aller, je vais pas polémiquer, je ne vais pas aller dans plus de détails, mais je me dis que si vous connaissez réellement la jeunesse même de la PIA, vous allez voir que vous allez vous rendre compte que on a raté ce qu'on devait quand même faire pour permettre un essor de développement de notre pays dans ce secteur industriel. Si je peux me permettre juste un petit mot, vous savez, en 2020, où tout le monde, on a connu quand même une certaine baisse et une certaine crise mondiale, vous allez voir que l'Office chérifien de phosphate a fait un surplus, un excédent en chiffre d'affaires de près de 5 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils ont eux-mêmes industrialisé le pays, ils ont utilisé une manière pour le faire. En ce moment, nous cherchons à pouvoir chercher des partenaires qui vont venir toujours nous faire. Depuis 1957 que nous exploitons nos phosphates et que nous ne sommes pas capables de l'extraire, de le transformer et de le vendre, je pense que c'est quand même pitié. Je ne sais pas s'il a eu de volonté quand même hyper forte d'industrialiser jusqu'à récemment quand même chez nous. Voilà, justement, c'est sur cet aspect que je voulais venir. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne prend pas conscience de la situation avec cette volonté manifeste de créer des centres de formation pour des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, de façon dans l'agrobusiness, de transformer notre phosphate sur place pour avoir des engrais, comme vous le dites, de permettre en tout cas à des industries de s'installer, à des usines de s'installer sur le pays, pour pouvoir permettre à la transformation de nos matières premières. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quand même aujourd'hui une prise de conscience qu'il faudrait plutôt encourager? Est-ce que vous avez vu un Togolais prendre la tête de l'Office chérifien de phosphate? C'est simple. Tous les économistes qui sont chevronnés savent que lorsque vous appartenez à 100%, tous les actionnaires qui ont créé la société appartiennent à 100% aux Togolais, les chiffres d'affaires qui sont bombés retombent, les bénéfices tombent directement sur la population. Et donc, c'est pourquoi nous disons, moi, je suis convaincu que lorsque on ne met pas en place un système de transformation endogène, pas de partenaires, pas de partenariat, attention, là, quand même, qu'on aille quand même donner. S'il manque de techniciens et de mécaniciens, il faut les amener, il faut les former. Il faut amener des Togolais se faire former, revenir au pays et maintenant prendre la manette des choses et puis relever le défi. Parce que sans cela, je pense que ça devient nul. Renaud Dessavi, je pense que vous ne voyez pas la chose de la même manière. Oui, en fait, il faut quand même commencer quelque part. Aujourd'hui, oui, déjà. Et je pense que déjà avec l'OCP, dans un premier lieu, c'est une étude de faisabilité, donc pour voir un peu le cadre, comment ça peut se faire. Et quand savoir quel est le schéma idéal pour développer son pays ou en tout cas industrialiser, il n'y a pas forcément de formule établi qui marche uniquement. Parce que ce qui est frappant, c'est qu'on a fait des schémas en Afrique qui ont échoué lamentablement, mais les mêmes appliqués en Asie ont fonctionné. Okay. Donc je pense que le problème est un peu ailleurs. C'est pas nécessairement de... Vous savez, sur le papier... Qui fait le problème. Bon, ça peut jouer, évidemment, mais sur le papier, tout peut être très bien, mais dans la réalité, ça va planter si à tous les niveaux du commandement, il y a des incompétents ou des corrompus. Par exemple.
Donc, c'est un peu compliqué parce qu'on a vu des schémas qui sont cassés la gueule chez nous, mais qui ont réussi ailleurs. Donc, inversement, il est possible que des plans qu'on a déjà eu par le passé qui n'ont pas réussi marchent mieux si on est plus sérieux, plus rigoureux, ça fait un plus suivi, plus fort dans leur implémentation. La formule, par exemple, de collaborer avec l'OCP n'est pas intrinsèquement mauvaise s'il y a le suivi, le sérieux et la volonté forte que ça marche derrière. C'est un peu ça. Et donc, ça peut faire qu'on ait vraiment des formules avec des success stories qui marchent bien. Je vais faire un pas de côté, par exemple l'exemple de Sky, qui est plutôt dans l'aérien, mais qui est tenu majoritairement par les Éthiopiens. Mais quand même, ça marche pour nous parce qu'on a le siège ici et tout ça. Donc, les formules sont nombreuses et à trouver en fonction du contexte, de vos moyens à vous, de la capacité technique dont vous disposez et des ressources financières que vous avez. Donc, il n'y a pas un seul chemin pour y arriver, mais c'est la volonté et le sérieux que je pense qui font la différence. Il n'est pas impossible d'avoir un schéma, je ne sais pas, une sorte de joint venture, un PPP, avec l'OCP pendant un temps, qui fasse que ça fonctionne, le temps qu'on fasse un transfert de technologie sérieux. Les Chinois sont très forts là-dedans, par exemple. Et c'est comme ça qu'ils ont procédé eux aussi. D'abord, ils ont laissé les entreprises occidentales s'implanter. Et ils leur ont vraiment laissé les marges de manœuvre, mais il y avait une question d'actionnariat à régler, et au fur et à mesure, au fil des décennies, ils ont absorbé complètement le savoir-faire, ils l'ont acquis, et ils les ont virés ou ils ont réduit leur marge de manœuvre et leur capacité de contrôle. Donc il n'y a pas un seul chemin, mais c'est vraiment, je pense, la volonté, le sérieux, l'intelligence et la rigueur qui font la différence. Et si on l'applique ici, normalement, avec un suivi d'évaluation et une de la rigueur, ça devrait marcher. Si on est sérieux, rigoureux, et si on tape très brutalement sur les doigts à des gens qui pilleraient, par exemple, dans la caisse ou qui seraient incompétents. Non, mais je crois que c'est vrai que de sa vie à peine un bon schéma, mais est-ce que c'est possible au Togo, dans la mesure où la politique, on a mis la politique dans tout, ce qui a fait qu'on fait la promotion aux médiocres, et ceux qui ont la véritable compétence, on ne veut pas de soit c'est pas trop dire aussi. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas un schéma calqué quand même. Non, mais pas du tout. Mais il faut voir la réalité. Compétents qui sont placés à des postes de responsabilité. Non, mais attends, Guillaume, il faut. C'est 1 sur 10 peut-être, hein, 1 sur 10. Il faut voir le schéma, il faut voir le schéma politique qui est défini dans le pays, et tous ceux qui ne sont pas de mon côté, qu'ils soient trop compétents ou pas, on ne veut pas d'eux. Mais bien même que on pouvait quand même les accepter à ce qu'ils apportent leur contribution à l'édification de la nation, on ne veut pas d'eux. Et maintenant, c'est ceux qui sont d'accord avec nous dans la médiocrité, à qui on fait la promotion, qui sont acceptés. Et vous allez voir que je ne veux pas revenir sur le rapport des comptes de la Cour des comptes pour quand même ressusciter ou quand même faire du mal aux gens. Parce que si ensemble on veut rester dans la médiocrité et continuer dans la médiocrité sans vouloir quand même permettre à ceux qui ont des compétences à l'extérieur de notre médiocrité pour quand même les permettre de les amener à faire ce qu'ils savent faire, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Si depuis très longtemps on parle de la corruption dans le pays, on dit qu'il y a trop de corruption, on va à la lutte contre la corruption, et en même temps des gens sont tellement corrompus et des gens sont quand même se baignent tranquillement dans la corruption, on ne veut pas les punir. Comment est-ce que vous voulez que ce pays-là se développe? Je vous dis que grâce à la politique, à cause de la politique, des gens médiocres sont devenus des directeurs de société, sont devenus ci, sont devenus ça, alors qu'en réalité, ils n'ont aucune initiative à proposer pour le développement du pays. Nous sommes en période électorale. Nous sommes en période électorale. Je vais chuter par là. Il suffit quand même de parcourir le territoire. On a juste autant de recensement. Parce que moi, j'ai mes yeux partout sur le territoire. Là, il suffit de parcourir le territoire pour écouter le message, le seul message qu'on connaît.
le seul message que ces médiocres-là connaissent, qui véhiculent dans la population, on ne pense pas quand même à l'épanouissement de ces populations, mais on parle seulement de leur enrôlement pour aller voter. Et ça s'arrête là-bas. C'est l'objectif pour un recensement. On ne peut pas. Ton émission est en train de finir. Je vais te donner plus de, en tout cas 50 exemples que j'ai vécu moi-même. Je me dis que si on va mettre la politique, rien que la politique devant, et on va écarter des gens, ça ne peut pas marcher. Oui. Ça ne peut pas marcher. Mais malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de voir dans le pays. Et ceux qui sont, pour la plupart du temps, placés dans ceci, dans cela, sont des médiocres. Ils n'apportent rien du tout au développement du pays. Au contraire, des gens sont là tranquilles, ils pillent le pays à longueur de journée, au su et au vu du chef de l'État qui ne leur dit rien. Et on gouverne le pays avec sentiment. Ça ne peut pas marcher. Merci beaucoup. Jérôme Soso, je pense qu'en tout cas sur la question, les avis sont divergents. Hein, il faut quand même relativiser. C'est vrai, vous l'avez dit, pour vous à l'échelle, c'est 1 sur 10 qui sont compétents. Mais oui. 1 sur 10, en tout cas 1 sur 10, à ma connaissance, à la façon même on gère le pays. Et ce qu'on met, et ce que le chef de l'État, M. Fonia Sugbe, met à ses côtés, je ne parle pas seulement du gouvernement, hein, ouais. Tout ce qu'il met autour de lui, mais je peux m'exprimer sur 1 sur 10 qui est compétent et voir comment le pays, dans des situations critiques, au temps de la Covid, vous avez vu comment les gens ont géré le pays. Vous avez vu. Il a fallu parfois même que c'est le chef de l'État même qui tape du poing sur la table avant que des gens ne prennent des initiatives. Alors, revenons à l'affaire de l'exploitation. Mais c'est ça. C'est ce que vous dénoncez. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dénoncer. Si ça ne marche pas dans ce secteur-là, ce n'est pas... En tout cas, l'essor que connaît actuellement le phosphate ou l'exploitation du phosphate, les gens vont se réjouir parce que ça va leur profiter. Des gens ont déjà pensé, peut-être ils ont déjà fait un plan où est-ce qu'ils vont trouver un terrain pour une copine, une voiture pour copine, pour une copine. Tout cela, mais bien sûr. Non, je suis d'accord. Je ne dis pas que c'est fait. Mais des gens, comme d'habitude, des gens sont en train de piller. Comme d'habitude, des gens pillent à longueur du journée le pays sans que personne ne leur interdit cela, mais ils sont contents dedans. À chaque fois quand il y a un projet, les gens passent en même temps. On va détourner l'argent. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Toutefois, le projet reste ambitieux. Transformer la production. Oui, dans tous les cas. Je reste nettement pour le constater après. Nous espérons tous que cela verra le jour. Oui. Et vous viendrez ici certifier que cette initiative a vraiment... Mais je vais applaudir même ceux qui ont pris l'initiative. Merci je vais les applaudir. beaucoup à vous, Jérôme Soso. Merci également, Joachim Italake. Merci, Renaud de Savy, d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de Regard Croisé de ce jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.